Allez, Tu es au courant, toi, monsieur le maire, ou on pas s'assoit. C'est de quoi? d'une descente de gendarmes? Je les ai vus ce matin, mais... Non, mais je les ai vus ce matin. S'il vous plaît, on va démarrer le conseil. Il est 20 heures. On va procéder à l'appel. Oui. Je sais pas, le son. On m'entend bien? Oui. Ok. Alors, on va faire l'appel. Donc, je vais mettre là. Je vais mettre un peu ici. Alors, Muriel Lejean. Brett Franck. Lecomte Valérie. Daboval Laurent. Bokobza Sylvie. Martin Pascal. Béridel Audrey. Graft Laurent. Baquet Sophie. Alors Mézières Didier a donné procuration à Laure Pertuis. Béac Sarah. Nocture Dominique. Zavaroni Adrien. Lecoin de Chloé. Jeannot Antonin. Anne Sotti donné pouvoir à Pascal Martin. De Gueldre Pascal. Pertuis Laure. Gendron Julien a donné pouvoir à Dominique Nocture, c'est ça? C'est ça? Gauthier Karine, pouvoir à moi-même. Tyrell Aurélien. Folézou Sandra. Bernard Laurence. L'évêque Serge. Misnar Aude. Vous pouviez m'appeler Aude Misnar, j'aimerais autant. Merci. Ça change quoi? Bah, je l'ai dit pour tout le monde pareil, hein. Je ne vais pas changer pour vous. Hein. Alors, Bignolet Fabien. François Clotilde. Alors, qui veut être secrétaire de séance? Quelqu'un se... Alors, monsieur Laurent Graft. Alors, nous commençons par la validation du procès-verbal de la séance du 21 mars 2026. Nous avons eu quelques remarques de la part de madame Dominique Nocture. Notamment page 4, le titre, c'est présidence par la doyenne d'âge, c'est ça? Donc on rectifiera. Page 4 toujours, donc au paragraphe où il y avait, elle salue, demande d'ajout, alors en particulier son courage politique lors d'un bureau municipal au cours duquel il a été décidé de remanier le projet de l'ancienne gendarmerie afin d'avoir un projet plus qualitatif en assumant les retards de calendrier. On veut donc le remplacer par « et les critiques de l'opposition » par « sachant que cela lui serait reproché au moment des élections par l'opposition ». Toujours Madame Nocture, dans l'appel nominal des conseillers municipaux nouvellement élus, donc on demande d'ajout, elle leur souhaite la bienvenue dans le nouveau conseil municipal. Et puis, elle vérifie le quorum et annonce les demandes de retrait, donc éventuelles. Pouvoir, éventuel. Il faut remettre, c'est ça? Enlever. C'est une demande de retrait. Pardon, demande de retrait éventuelle. Donc le mot... Donc elle a mis annonce les pouvoirs. Ok. Donc on supprime éventuel. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le PV à mentionner? Oui, je voudrais faire une remarque. Je ne vois pas comment, en étant élu d'opposition, nous aurions pu critiquer le projet de la gendarmerie, étant donné que ce n'est pas un projet communal. Enfin, nous sommes partie prenante hein, quand même. Hein. Bah, je ne sais pas, on n'a jamais eu de dossier, donc on ne peut pas le savoir. dossier, il a commencé en 2018. Hein. Oui, et alors?
Donc peut-être que vous aurez peut-être dû faire la même demande à l'ancienne mandature aussi. Non, on l'a fait, mais enfin, le dernier projet, vous l'indiquez, a été décidé Enfin, après 2020. Tout le monde sait très bien que c'est quelque chose qui est piloté par Val d'Oise Habitat et la mairie est partie prenante puisqu'elle était propriétaire de l'ex-librairie. Donc c'est un tout. Hein. Donc voilà. On n'a jamais eu les plans, ça nous a jamais été présenté, ni au virement du reste. Si, il y a non des plus. choses qui ont été mises dans la source notamment, avec des projections et certaines choses ont été mises, oui. Il y a même des panneaux aussi qui ont été mis. Hein, donc, Enfin, pas grand-chose. ce qu'on avait, Vous n'aviez pas grand-chose alors. si vous voulez. Alors, information sur les décisions du maire. Donc, décision 006-2026 du 4 mars 2026, signature d'un marché public de travaux pour la construction d'un pump track avec l'entreprise Cocherie Île-de-France pour un montant de... Avant de dire les décisions, il faut voter le PV. On vote plus. C'est fini, il n'y a plus de vote pour le PV. On ne vote pas. Ça nous a été dit la dernière fois. Il n'y a plus d'approbation du PV. Il y a juste une remise en forme s'il y a des remarques. C'est ce qu'on a fait en commençant. On tient compte des remarques, mais il n'y a plus d'approbation du PV. Écrire n'importe quoi, on n'a rien le droit de dire. Ben si, parce qu'après vous l'avez le PV, après quand on donne toute la note, je dirais, qui vous est envoyée pour le conseil. Oui, j'entends bien, mais ce que Madame Nocture a demandé, c'est quand même assez restreint par rapport à ce qu'elle a dit, et assez faux. C'est-à-dire que la prochaine fois, on reprendra ce qui a été énoncé là, et ainsi de suite. Oui, vous n'allez pas m'expliquer comment marche un conseil, quand même. Comment ? Je disais, vous n'allez pas m'expliquer comment marche un conseil. Heureusement. Heureusement, oui. Alors, décision, je reprends donc du coup, je reprends la décision 006-2026 du 4 mars 2026, signature d'un marché public de travaux pour la construction d'un pump track avec l'entreprise Cocherie Île-de-France pour un montant de 195 432,85 € hors taxe, soit 234 519,42 € TTC. Décision 007-2026 du 13 mars 2026. Signature d'un contrat de partenariat avec l'auto-école NAT Formation pour l'attribution d'une bourse au permis de conduire de 500 € à un jeune Viermois de 18 à 25 ans pour l'année 2026. En contrepartie, le bénéficiaire s'engagera à effectuer 50 heures au sein d'un service de la collectivité avant l'obtention de son permis de conduire. Décision 008-2026 du 13 mars 2026, demande d'une subvention de 81 250 € auprès de la dotation de soutien à l'investissement local 2026, la DECIL, pour l'aménagement du restaurant scolaire, dont le montant prévisionnel de l'opération est de 125 000 € hors taxe. Décision 009-2026 du 13 mars 2026, demande d'une subvention de 102 381,04 € auprès de la dotation de soutien à l'investissement local 2026, donc la DECIL, pour l'aménagement du bâtiment du Hêtre Pourpre, dont le montant prévisionnel de l'opération est de 157 509,30 € hors taxe. Dernière décision, la 010-2026 du 26 mars 2026, demande d'une subvention de 8 000 € auprès du Conseil départemental du Val d'Oise dans le cadre de l'aide à la structuration pédagogique des établissements d'enseignement artistique spécialisés. Voilà pour les décisions. Alors, avant de démarrer l'ordre du jour, je voudrais vous indiquer que nous retirons le point 3 de l'ordre du jour, qui concernait la désignation d'un vice-président à la commission d'appel d'offres. En effet, conformément à l'article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, les commissions désignent lors de leur première réunion un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Le juge administratif a eu à connaître d'un cas où le vice-président de la commission avait été désigné par délibération du Conseil instituant une commission et a considéré que le Conseil avait entaché sa délibération d'un vice de compétence. Donc, cour administrative de Bordeaux, 3 mai 2011,
numéro 10BX0 1738. Changer. Ça part? C'est bon? C'est bon. Alors, donc nous commençons par le point numéro 1. Détermination de l'indemnité du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Au terme de l'article L 2123-17 du Code général des collectivités territoriales, donc le CGCT, les fonctions de maire, adjoints et conseillers municipaux sont gratuites. Cependant, en vertu de l'article L 2123-20 du CGCT, les maires et adjoints, ainsi que les conseillers municipaux, peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction dans le cadre de l'exercice effectif de leurs fonctions. En aucun cas, cette indemnité n'a le caractère d'une rémunération et par voie de conséquence ne peut être assimilée à un traitement. Les montants maximaux, les indemnités de fonction perçues mensuellement en raison de l'exercice effectif des fonctions de maire et des adjoints sont fixés à l'article L 2123-23 du CGCT. A 58,3% de l'indice brut 1027, valeur au 1er janvier 2024 de 4 110,52 € pour le maire, soit 2 396,43 brut mensuel, et de 23,32% du même indice pour l'adjoint, soit 958,57 € brut mensuel. Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à la demande du maire. Il est impératif de respecter l'enveloppe indemnitaire globale, composée de l'addition de l'indemnité maximale du maire, soit 2 396,43 €, augmentée des indemnités maximales des adjoints, effectif maximal théorique 8, pour mémoire donc 29 sièges fois 30%, ça fait 8, soit 958,57 € fois 8, c'est-à-dire 7 658,56 €, que l'on additionne à l'indemnité du maire, ce qui nous fait une enveloppe globale brute mensuelle qui s'élèvera donc à 10 065 €. Alors pour information sur les différentes délégations attribuées, donc en ce qui me concerne, je conserve l'urbanisme et le transport. Madame Muriel Lejean sera déléguée aux finances. Monsieur Franck Brett, délégué à la sécurité, prévention et aménagement du territoire. Valérie Lecomte, déléguée aux affaires sociales. Laurent Daboval, délégué à la petite enfance, à l'enfance jeunesse, aux affaires scolaires. Sylvie Bocobza, déléguée à l'environnement. Pascal Martin, délégué à la culture et à la vie associative. Audrey Béridel, déléguée à la communication. Laurent Graft, délégué au commerce et à la vie économique. Sophie Baquet, conseiller délégué aux associations sportives. Didier Mézières, conseiller délégué aux grands travaux. Sarah Béag, conseiller délégué au jumelage avec Morcotte. Alors, vous avez posé la question, dans les questions d'opposition, vous avez déjà indiqué quelque chose au sujet du comité des fêtes. Pour l'instant, je vais revenir sur le comité des fêtes un peu plus tard, mais juste pour vous dire que dans le comité des fêtes, comme vous le savez, il y a normalement les jumelages de Tubercurie et de Morcotte. Morcotte en est sorti. Il reste donc Tubercurie. Donc Madame Nocture s'occupe toujours du jumelage de Tubercurie et des relations européennes. Donc vous avez un tableau qui suite à ce que je viens de vous dire, les indemnités ont été donc calculées. Nous avons volontairement pas pris le maximum. Donc voilà les propositions. Donc 50% pour le maire, 19,50% de cette enfin pas de l'indemnité, mais du montant de l'indice pour Madame Lejean et 18,50% pour les autres adjoints. Pour le conseiller délégué, Monsieur Mézières et Madame Baquet, 12%, et pour Madame Béag, 9%. Les articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT permettent une majoration des indemnités de fonction de 15% dans les communes qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi numéro 2013-403 du 17 mai 2013. Cette majoration doit faire l'objet d'un vote distinct. Aussi, il est proposé au conseil municipal de fixer une majoration comme suit. Il faut que je vote les deux à part, les deux tableaux. Donc on va procéder au vote. Oui.
faut appuyer. Non, 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 faut appuyer. Et quand vous avez le voyant qui est rouge, ce sera bon. Ça marche. Oui, vous m'entendez là, oui. Oui. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Concernant les indemnités, nous avons une remarque. Nous souhaitons rappeler un principe incontournable. Les adjoints exerçant des fonctions exécutives doivent être indemnisés de manière équitable. Quelle est votre justification objective pour proposer des indemnités différentes entre les adjoints? Alors, j'ai fait exactement ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire que on a vocation, comme vous l'avez bien compris, à ne pas forcément aller au maximum de ces indemnités. Donc c'est ce que nous avons fait. Le premier adjoint, parce qu'il s'agit de cette personne qui est juste un tout petit peu plus, parce qu'on est passé de 18,50 à 19,50, parce que le premier adjoint est appelé à me remplacer au pied levé à n'importe quel moment, parce que c'est le principe. Donc c'est pour ça, et je suis resté sur le même modèle qu'on avait mis en place sur le dernier mandat, tout simplement. Excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude. Oui, vous savez que le rang protocolaire n'a aucune valeur juridique. Donc premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, c'est pas ça qui doit faire la différence. Ce qui doit faire la différence, c'est vraiment des critères objectifs sur la charge, sur ce que vous voulez, mais c'est pas le premier, deuxième, troisième, huitième adjoint. Ben, je pense que mon premier adjoint aura plus de travail que les autres. Voilà. Bien, ben, nous en prenons note, mais sachez que ça n'a pas de valeur juridique et que pour nous, on souhaiterait que tous les adjoints soient rémunérés, indemnisés. Mais il me semble que c'est à moi à fixer les indemnités. Non, c'est un cadre juridique. Ah, je propose, oui, et après voilà. Vous pouvez... C'est un cadre juridique. Pouvez, oui, mais là, rien ne vous empêche de vous y opposer. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que nous allons faire. On a bien compris. Sachez que c'est un cadre juridique. Moi, à ma connaissance, à part ça, voilà. Bah, il y a des jurisprudences, il y a des conseils, le Conseil constitutionnel qui est intervenu, etc. Donc c'est quelque chose qui existe. Donc voilà. Merci. C'est vrai que 41 € d'écart, c'est beaucoup. Hein, c'est pas le fait du montant, c'est le fait de distinguer un adjoint par rapport à un autre. Écoutez, faites ce que bon vous semble. Voilà, moi, je vais vous demander de voter sur ce premier tableau des indemnités. Puis on aura un deuxième avec les majorations. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez derrière. Moi, je continue. Voilà. Ok, merci. C'est noté. Alors, on va procéder au vote pour donc le tableau des indemnités sans la majoration. Alors, qui est pour? Qui est contre? Donc, pas d'abstention. Merci. Donc, on va passer au vote pour le deuxième tableau. Vous avez donc les montants qui figurent. Donc, la base est la même que sur le précédent tableau, avec cette augmentation de 15%. Juste une petite chose dans le tableau, il était resté total 2025, bien évidemment c'est 2026, parce que toutes les autres colonnes, il y avait bien 2026, donc c'est une erreur, je dirais, de frappe. C'est pas 2025, mais bien 2026, et c'est bien le brut mensuel. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Excusez-moi, c'est une augmentation qui n'est pas obligatoire. Pardon? C'est une augmentation qui n'est pas obligatoire. Qui est applicable si on le veut. Qui est applicable, oui. Mais de toute façon, on a commencé quand... peux finir ma phrase. Ce point a commencé par le fait de dire qu'on peut, on peut se verser des indemnités comme on peut ne pas se en verser. Est-ce qu'il n'y aurait pas du patrimoine est-ce que ces 15 000 € annuels ne pourraient pas être rebasculés vers la sauvegarde du patrimoine Viermois plutôt que vers les indemnités des élus? Ben, c'est mon choix, pareil. Oui. Voilà. Bon, en fait, plus vous en avez dans votre poche, plus vous êtes content. Ah, je vous permets pas de dire ça. Ah ben, je le dis quand même. Non, c'est diffamatoire, madame. Pas du tout. Bah si. Non. Il y a des sous-entendus. Bah non, il n'y a pas de sous-entendu. C'est une somme qui n'est pas obligatoire et que vous vous attribuez malgré tout. Bah, et avant, ça vous posait pas de problème? Bah, on a toujours râlé sur les 15%. Et si vous aviez été à ma place, vous auriez fait quoi? Je leur ai abandonné les 15%. Ah, bah, simplement, vous n'êtes pas à ma place. Bah non. C'est bien ça le problème. Voilà. Je suis pas sûre les que ça soit un Viermois en ont problème. décidé autrement. C'est très bien comme ça. Ça, Allez, c'est on passe diffamatoire au point aussi. suivant.
Alors, on n'a pas S'il vous voté, plaît, pardon. S'il vous plaît, Si, il y a ouais. est-ce que je peux juste ajouter un petit mot? Vous allez lire le tableau et les montants? Bah non, vous les avez vus. Non. Alors, ce que je voudrais juste dire, pour que les Viermois prennent conscience du montant que ça représente, sur une mandature de 7 ans, puisque c'est probablement ce qu'on s'apprête à faire. Ça c'est pas encore écrit. Hein. Non, mais disons que sur une mandature Commençons par 6 ans. qui pourrait faire 7 ans, s'il vous plaît, ça représente pratiquement 1 million d'euros. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour que les Viermois se rendent compte des montants. Merci. Ça fait ce que ça fait. Hein. Alors, il faut voter donc pour ce tableau. J'avais dit donc j'ai commencé. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, budget, point 2, budget de formation des élus. Donc, conformément à la loi du 28 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Une formation doit être obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Outre cette obligation spécifique, les collectivités doivent mettre en place, pour toute la durée du mandat, les dispositifs nécessaires à l'exercice par chaque élu de son droit à formation. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l'organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministère de l'Intérieur, agrément dispensé après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. L'Union des maires du Val d'Oise est agréée organisme de formation par le ministère de l'Intérieur depuis 2006. La journée de formation est en général facturée 270 € par cet organisme. Le montant prévisionnel des dépenses de formation est compris entre un montant plancher égal à 2% du montant théorique global des indemnités, soit 2415 € 60 centimes, c'est-à-dire 2% de 10 065 € fois 12 mois. Un montant plafond égal à 20% du même montant, ce qui nous met à un montant de 24 156. Donc en fait, on doit se situer entre 2415 et 24 156 €. Les crédits non consommés à la clôture de l'exercice, au titre duquel ils ont été inscrits, sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ceux-ci se cumulent ainsi avec le montant du budget formation obligatoirement voté chaque année. En revanche, ils ne peuvent être reportés après la fin de la mandature. Le budget formation ne prend en charge que les dépenses d'enseignement. Les frais de déplacement et de séjour et la compensation des pertes de revenus sont remboursés aux élus par le biais du budget général. Chaque année, un tableau récapitulatif des actions de formation prises en charge par la collectivité est annexé au compte administratif et donne lieu à un débat en assemblée. Monsieur le maire a demandé qu'un recensement des besoins de formation soit opéré pour le 15 avril auprès de l'ensemble des élus. Le budget inscrit à ce jour pour 2026, qui avait été inscrit donc au budget, s'élève à 2 444 €. Compte tenu du coût de formation évoqué précédemment, il permettrait un jour de formation pour 9 élus. C'est-à-dire que si on reste avec ce montant de 2 444 €, seuls 9 élus pourraient aller en formation. Donc à ce jour, nous avons déjà réceptionné quelques demandes. Donc il y a 4 élus pour cette action. Donc il y a 2 personnes de l'opposition qui ont demandé deux actions, donc ça fait 4 pour elles, plus une antérieure à la discussion de ce jour, et Madame Lejean aussi qui a demandé, et Monsieur Graff, donc 2 de la majorité. Au total, nous avons déjà donc toutes ces personnes qui nous ont fait des demandes. Donc on va attendre le 15 avril pour voir s'il y a d'autres élus qui sont désireux de poursuivre des formations. Alors, juste pour vous indiquer, sachez quand même qu'habituellement, et pour mémoire, en 2025, il n'y a eu que 2 élus qui ont suivi une action sur la communication en période électorale. Et sur 2024, l'année d'avant encore, juste un élu a suivi une formation pour les finances. Donc en fait, on voit qu'à travers un petit peu ce qui s'est passé antérieurement, il n'y a pas beaucoup de demandes de formation.
C'est pour ça qu'au budget de 2026, on avait inscrit le minimum, puisqu'on n'utilisait pas l'ensemble de ce qu'on avait mis sur les lignes du budget. Oui. Au sujet de la formation, plusieurs personnes de mon groupe ont Oui. posé des demandes. On saura qui, quand, quoi, Oui, une fois après le quel moment. 15. Après le 15 avril, Oui. on aura une réponse pour toutes les demandes. Oui. D'accord. Après le 15 avril, on arrêtera toutes les demandes. On verra. Alors après, sachez aussi que le problème des formations, des fois on s'inscrit, mais la formation ne se fait pas, ou elle est décalée, reportée. Il y a aussi tout ça. On est tributaire de cet aspect-là aussi. Non, puis on comprend que le budget n'est pas extensible. Donc, Ah oui, non, mais c'est même pas une question de budget, parce que là, sur la suite de mes propos, je vais proposer d'aller un peu plus haut, justement. Parce que, voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal d'augmenter d'ores et déjà le budget inscrit pour 2026 en permettant à la moitié du conseil, c'est-à-dire à 14 élus, de pouvoir bénéficier d'au moins une journée de formation, s'ils le demandent, bien évidemment. Il convient donc d'acter un budget prévisionnel donc, qui passerait à 3 780 €. C'est-à-dire que je vous propose d'augmenter un petit peu ce budget, parce que ça paraît très logique que c'est en début de mandat qu'il y a le plus de demandes, et par la suite un peu moins. Donc on va augmenter, on pourrait dans l'absolu avec cette proposition faire en sorte que 14 élus puissent aller en formation. Voilà. D'autres questions? Le micro, oui. Bonsoir. Du coup, ça veut dire que les titres, les intitulés de formation qu'on a reçus pour l'instant, il y en a d'autres qui vont arriver plus tard? Ah oui, il y a des fois, il y en a qui arrivent plus tard, oui, bien sûr. Donc finalement... On la reçoit souvent, Enfin, je sais pas après... Comment? Alors, c'est mis à jour sur le site aussi. Et c'est annuel? Enfin là, on parle d'un budget annuel. Ah oui, ça c'est un budget annuel, oui. D'accord. Ouais. Mais parce que si vous dites que du coup, enfin là, des élus qui demanderaient plusieurs formations dès maintenant, finalement, on ne va leur en donner qu'une. Dans le cas où... Ça dépendra du nombre total de demandes. Si je n'ai pas 14 élus qui demandent des formations, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour certains de faire deux actions de formation. Oui, mais si ça arrive plus tard dans l'année. C'est-à-dire que là, s'il y a des formations qui ont lieu maintenant, oui. Parce que toutes les formations qu'on a reçues, elles se passent assez rapidement. Là, elles se passent, oui, il y en a qui sont très proches, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que pour cette année... Oui, mais vous pouvez vous inscrire au fil de l'eau, c'est pas un problème. Oui, mais alors, oui, c'est ça. Bon, après, ce sera votre gestion, mais je me demande du coup s'il y en a qui se rajoutent des formations et des gens qui veulent en faire. Nous, ce qu'on a, c'est on a un budget. Ouais. On ne peut pas sortir de ce budget. Si le 15, j'en ai 10, on va donc faire en sorte que ces 10 personnes, ces 10 élus puissent aller faire leur formation. Ça veut dire que j'ai encore 4 possibilités de formation jusqu'à la fin de l'année. Donc il suffit après pour moi, si j'ai une demande en octobre sur une action de formation, voilà, et puis il faudra faire le suivi, parce qu'entre les demandes et puis la réalisation aussi des formations, donc il y a un suivi à faire que l'on fera. Ok, merci. D'autres questions? Non? On va donc procéder au vote. Qui est pour? Bon, merci. Donc, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, le point... J'ai la liste des noms, c'est ça après? Pour le 4? D'accord. Ah, donc, le point 3, donc, il n'est plus à l'ordre du jour. Le point 4, désignation des membres à la commission communale des impôts directs, donc la CCID. Comme indiqué, on a tenu compte de certaines demandes, et je vais donc vous énumérer. Alors, je vais peut-être commencer d'abord par vous rappeler de quoi il s'agit, et j'énumérerai les noms après. Alors, suivant le renouvellement du conseil municipal et conformément à l'article 1650 du Code général des impôts, une commission communale des impôts directs, CCID, doit être instituée. Cette commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants, idéalement représentatifs des élus, entreprises, propriétaires de bois ou forêts et contribuables, fonciers ou habitations. La durée du mandat des membres est le même que celle du mandat du conseil municipal. La désignation des commissaires est effectuée
par la Direction départementale des finances publiques, la DDFiP, dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d'une liste de contribuables en nombre double, soit 32, pour Viarmes, 16 titulaires et 16 suppléants, proposés sur délibération du conseil municipal. La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. Il est rappelé que cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale. Elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. Monsieur le maire fait lecture à l'Assemblée de la liste établie et propose au conseil municipal de valider avant transmission à la DDFiP. Alors, j'ai donc, si on ne s'est pas trompé, 32 noms. Donc, je vous donne déjà les membres élus. Donc, dans les membres élus, Valérie Lecomte, Laurent Daboval, Sylvie Bocobza, Pascal Martin, Laurent Graft, Didier Mézières, Frédéric Tard, Dominique Nocture, Pascal Deguel, Laure Pertuis, Aurélien Tirel. Dans... Laurence Bernard, Aude Misnard, Serge Lévesque. Puis après, je vais faire la colonne entreprise. On a donc Olivier Dupont, Madame Darocha de Carvalho, Madame Poirier, Pierre-Étienne Brier. 4, c'est tout ce que j'ai. Les extérieurs, Xavier Lecointe, Jean-Robert Bernard. Boisé-Forêt, j'ai Monsieur Marcel Thomas et Yelena Bertalanic. Pour les représentants civils, j'ai Philippe Meunier, Marie-Pascale Ferret, Bernard Plédot, Claude Gaillard, Roger Hadot, Roland Minard, Paul Nourry et André Planchard. Pardon, encore 2 en bas. Paul Agostini et Véronique Boquet. Voilà, donc le total, donc ça fait 14 élus, 4 pour les entreprises, 2 pour l'extérieur, 2 pour les bois et forêts et 10 pour le civil. Total 32. Voilà, donc c'est la liste qui va donc être envoyée et on aura un retour pour savoir quelles sont les personnes sélectionnées. Et bien évidemment, une fois qu'on aura le retour, on vous en fera état au conseil municipal suivant le retour. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, on va proposer au vote. Qui est pour cette liste ? Tout le monde, a priori. Merci. Point 5. Désignation d'un référent déontologue. Alors, la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a introduit dans le Code général des collectivités territoriales, le CGCT, la charte de l'élu local. Cette charte, aujourd'hui reprise et réorganisée par la loi du 22 décembre 2025 relative au statut renforcé et sécurisé de l'élu local, est désormais codifiée aux articles L 1111-12 et suivants du CGCT. Elle rappelle que tout élu exerce son mandat avec impartialité, probité et intégrité dans le seul intérêt général et qu'il doit prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts sans détourner de leur objet les moyens mis à sa disposition. La loi numéro 2022-217 du 21 février 2022, dite 3DS, a complété ces principes en instaurant pour chaque élu local le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations déontologiques fixées par la charte, le décret 2022-1520 du 6 décembre 2022, ainsi que l'arrêté du même jour, ont précisé les modalités de désignation et d'exercice de cette mission. Garantie d'indépendance, conditions de mutualisation entre les collectivités et plafond d'indemnisation. Le recours à un référent déontologue concerne l'ensemble des élus locaux des collectivités et établissements publics tenus d'en désigner un, communes, EPCI, syndicats mixtes ouverts.
Il offre aux élus municipaux la possibilité de bénéficier d'un conseil confidentiel et indépendant pour analyser les situations susceptibles de soulever une difficulté déontologique. Conflit d'intérêts, prise illégale d'intérêts, cumul de fonctions, relations avec des associations ou opérateurs économiques, etc. Les missions du référent déontologue doivent être exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leurs compétences et de leur expérience, conformément aux dispositions du décret du 6 décembre 2022. Dans ce cadre, la désignation d'un référent déontologue par le conseil municipal s'inscrit pleinement dans le dispositif de protection et de sécurisation de l'exercice du mandat électif établi par la loi du 22 décembre 2025. Il est proposé au conseil municipal de bénéficier de l'expertise de l'Union des maires du Val d'Oise sur le sujet et de nommer en qualité de référent déontologue 2 de ses agents dédiés à cette mission, M. Philippe Tissier et Mme Karine Legouir, tous 2 juristes spécialistes du droit public des collectivités territoriales. Les modalités de saisine sont les suivantes, soit par courriel à l'adresse référent déontologue @éluduvaldoise.fr, soit par la poste sous double enveloppe fermée. Enveloppe extérieure, référent déontologue des élus du Val d'Oise, 38 rue de la Coutellerie, 95 300 Pontoise. Enveloppe intérieure portant la mention à l'intention des référents déontologues. Voilà, donc ça, on est obligé de le faire aussi systématiquement. Est-ce que vous avez des questions sur ce référent déontologue? Oui. Oui, je souhaitais savoir ce que ça coûtait à la commune. Pour l'instant, rien. Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas d'indemnité, il n'y a rien? Non. Non. Parfait. Mais je crois que honnêtement, il n'y a rien. Hein, donc, Et on avait déjà pris les mêmes la dernière fois. Alors, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il ait été interrogé ou questionné, mais comme ça reste confidentiel, c'est compliqué. Non. Par contre, on cotise peut-être à l'UNEF un peu. On va quand même regarder si on n'a pas une cotisation au niveau de l'Union des maires du Val d'Oise déjà, qui engloberait en fait cet aspect-là. On le note et on regarde. Ok. Donc on va procéder au vote. Qui est pour? Merci. Alors, point 6, création et constitution d'une commission finances. Donc le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative de l'un de ses membres, article L 2121-22 du CGCT. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination. Lors de la première réunion, chaque commission désigne un vice-président en son sein qui peut convoquer les membres et la présider en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Dans les communes de 1000 habitants et plus, la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création d'une commission finances comprenant 6 sièges, dont 5 pour la majorité et 1 pour le groupe d'opposition. Suivant l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, la désignation des membres doit avoir lieu à bulletin secret. Cependant, il est proposé au conseil municipal de voter à main levée sur la liste proposée en séance. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, je propose comme membre pour la majorité donc Madame Lejean, Monsieur De Gueldre, Monsieur Jeannot, Monsieur Tirel et Madame Sotti. Et donc, je vous demanderai de m'indiquer quelle serait la personne de votre groupe. Donc, il y a 5 personnes, c'est ça? Il y a 6 au total. 6 au total. Vous pouvez me redonner les noms de ceux de votre groupe, pardon? Oui. Donc, Madame Lejean, Monsieur De Gueldre, Monsieur Jeannot, Monsieur Tirel, Madame Sotti. D'accord. Je vous propose pour notre groupe Monsieur Lévesque. Ok. Donc, on va procéder au vote.
Donc, qui est pour? J'ai juste une petite Oui. question, si c'est possible. Si par exemple M. l'évêque ne pouvait pas se rendre à la commission, est-ce qu'on pourrait avoir Il n'y a pas de suppléant, je crois. quelqu'un qui remplace de mon groupe? C'est pas prévu, je crois. Est-ce possible? On va regarder. C'est 6 sièges, mais il n'y a pas cette notion a priori de suppléant. Donc, Si c'était possible, ça serait moi. Donc, ok, Monsieur on Lévesque note. et moi en tant que suppléante. On regarde. Bon, on regarde et on vous fait le retour la prochaine fois. Donc on va procéder au vote. Hein. On n'a pas voté, mais ce qui me semble. Donc qui est pour? Ok, merci. Point 7. Convention de prêt de minibus avec les communes de Luzarches, Asnières-sur-Oise et Chaumontel. Donc les communes d'Asnières-sur-Oise, Chaumontel, Luzarches et Viarmes souhaitent optimiser l'usage de leurs minibus municipaux en les mutualisant pour répondre aux besoins ponctuels de transport de leurs services. La convention proposée régit les conditions du prêt mutuel et gracieux de minibus municipaux entre les communes signataires. L'échange repose sur la réciprocité du partage selon les disponibilités de chacun, tout en garantissant la priorité absolue de la commune propriétaire sur son propre véhicule. L'utilisation des minibus est exclusivement réservée aux besoins d'intérêt général, activités scolaires, associatives ou municipales, excluant toute exploitation commerciale ou lucrative. Cette convention sera déclarée aux assureurs des communes, lesquels en assureront la prise en charge. Donc il convient au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de prêt de minibus avec les communes de Luzarches, Asnières-sur-Oise et Chaumontel. Est-ce que vous avez des questions sur cette... Oui. Oui. Alors, combien de véhicules on va mettre en... Combien de véhicules on va mettre en disposition? Chez nous, pour Viarmes, c'est 2. 2 D'accord. Alors, vous parlez d'une... Le problème, c'est que dans la convention, il y a marqué qu'il y a... On entend mal. Oui. C'est le matériel. Hein. Ah oui, je sais. Alors, on fait comment? Prenez l'autre micro, apparemment, il fonctionnait celui-là. Expliquez-moi tout. Alors, vous dites qu'il y a une priorité et que la commune gardera toujours son minibus. Or, dans la convention, il y a marqué que les événements intercommunaux seront prioritaires sur la priorité de la commune. Quels sont ces événements intercommunaux? Je ne pense pas que la convention... C'est à page 1, exception, les demandes pour les événements d'intérêt intercommunaux doivent être prioritaires sous réserve d'accord écrit. Alors, page... J'en ai plein des questions. Comment? C'est à quel endroit? À quelle page, pardon? Page 1, en bas. Priorité, besoin de la commune. Priorité, besoin de la commune propriétaire, besoin des autres parties par ordre d'arrivée des demandes, exception, les demandes pour des événements d'intérêt intercommunal. Exemple, compétitions sportives regroupant plusieurs communes peuvent être prioritaires sous réserve d'accord écrit. Alors, en fait, c'est quand il y aura des événements avec plusieurs villes concernées. Si par exemple on est... Pardon? Voilà, on me donne un exemple, la journée de l'environnement qui touche... Ça veut dire que la ville n'a pas priorité sur ces jours-là? A priori, c'est une exception quand même. Hein. Faut bien... oui, mais... sous réserve d'accord écrit, c'est marqué à la fin. Oui, donc déjà, il y a une priorité. Les événements intercommunaux sont prioritaires sur la commune dont le minibus appartient. C'est le premier point. Tout dépend, je dirais, l'événement en question, l'incidence. Est-ce que nous, on en a besoin ou pas? Non, parce qu'il y a marqué priorité. C'est sous réserve, c'est marqué. Sous réserve. C'est marqué après, peuvent être prioritaires sous réserve d'accord écrit. Si au dernier moment on a besoin du minibus, on ne peut pas l'avoir. J'imagine que les demandes sont faites suffisamment en amont. C'est marqué 1 mois avant la date d'utilisation. Donc je pense bien que s'il y a un problème de date, on va pouvoir en discuter ensemble et trouver une solution. C'est pas la priorité, c'est qu'on essaie de satisfaire le plus grand nombre. C'est ça la priorité. Non, mais vous voyez bien que ça c'est quand même assez discutable quand même. Donc on pourrait se dire il y a quand même un petit souci. Deuxième point, vous dites les agents municipaux élus ou membres associatifs reconnus pour la commune pourront la conduire. Comment vous allez choisir les membres associatifs?
Page 2. Déjà, on va prendre ceux qui ont le permis, déjà. Non, donc ça veut dire, on a combien d'associations à Vierme? Au moins une quarantaine. Ça veut On dire en a pas mal, et puis il y a d'autres villes qui en ont aussi. Hein, on met toute la liste, on fait comment? Micro. Non, c'est pas ça. Il y a marqué agents municipaux, élus ou membres associatifs reconnus par leur commune. Comment on va choisir ces gens-là? Il y a déjà je dirais, des personnes qui sont dans des associations et qui utilisent le minibus déjà. Ils sont déjà connus, ils sont déjà identifiés, ceux-là. Oui, mais dans ce cas-là, il va falloir quand même remettre cette liste à jour tous les ans. Donc demander à toutes les associations de dire qui sera intéressé. Et chaque ville mettra à jour les personnes qui peuvent effectivement conduire ces minibus. Non, mais de toute façon, au moment du contrat qui va se passer avec la commune éventuellement, si imaginons sur la journée de l'environnement qui s'était passée à Montsou, il y avait effectivement, la commune a cherché des moyens pour transporter les gens de la gare, par exemple. Bon, on a demandé entre communes s'il y avait moyen d'avoir ça ou ça. Dans ces cas-là, effectivement, il faut que la personne soit habilitée à conduire. Donc ça veut dire que dans le Bayet, il y avait du personnel communal qui était habilité à conduire ces véhicules-là. Ils sont identifiés par la commune, en fait. Non, mais donc vous avez un travail de fond à faire, d'interroger toutes les associations pour avoir au moins une personne ou deux personnes qui sont aptes à conduire ça. Mais dans chaque commune, il y a des gens qui sont aptes. Oui, non, mais moi je ne te parle pas des agents de la commune, on parle des associations toujours. Il va bien falloir faire une liste et l'établir. Donc interroger toutes les associations. Non, parce que ta liste, en fait, elle va bouger chaque année. Elle peut bouger tous les 2 ans, elle peut bouger. En fait, c'est au moment où tu vas réserver le bus qu'il faut vérifier que la personne, elle a toutes ces compétences-là, en fait. Il va falloir qu'elle coche tout ce qu'il faut, sinon elle ne pourra pas conduire le bus. C'est tout. Oui, non, mais c'est bien ce que je dis, donc il va falloir établir une liste. Donc de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui va se produire, à mon avis, extrêmement régulièrement. Ensuite, on demande d'être formé à la conduite du minibus. Oui. Quelle est cette formation? C'est une bonne idée, ça. C'est marqué entre parenthèses, vérification par la commune propriétaire avant le premier prêt. Quelle est cette formation? Non, ça veut dire que tu vérifies que la personne sait conduire le véhicule, tu montes avec elle dedans et tu vérifies qu'elle sait bien conduire. Ça veut dire qu'elle a le permis B. C'est tout. Moi, je trouve ça intéressant qu'on vérifie avant. Mais comment on vérifie? Tu montes dedans avec la personne et tu vérifies si elle valide la conduite ou pas. C'est-à-dire, vous êtes formé à faire ça? C'est quoi le truc? Formé à faire quoi? À valider, formé à la conduite du minibus. Comment on peut vérifier ça? A priori, si tu as ton permis, tu montes dans le véhicule. Donc au lieu de mettre ça, on met dans ce cas-là permis B. Point. Mais c'est marqué permis B là. Non, c'est marqué. Mais titulaire du permis B, puis formé à la conduite du minibus. À partir du moment où on a le permis B, on est formé à la conduite du minibus. Parce qu'il y a des gens qui ont leur permis B, mais qui ne conduiront pas un minibus parce qu'ils auront peur, et donc dans ces cas-là, ils ne se proposeront même pas. Non, mais c'est pas ça. Il y a marqué formé. Donc ça veut dire qu'il y a une formation, il y a quelqu'un qui valide. C'est quoi ne le joue truc? pas sur les mots, Fabien. Mais non, franchement, c'est jouer sur les mots. Faut qu'on soit un petit peu quand même précis. S'il vous plaît. Formé à la conduite du minibus. Ce que je vous propose, Monsieur Bignolet, c'est que vous pouvez peut-être nous proposer une rédaction sur cette ligne qui vous... vous le retirez dans ce cas, puisqu'à partir du moment où on a le permis B, on est formé à ces Oui, mais on peut avoir le permis B et pas être tout à fait apte à conduire un minibus. C'est pas toujours... dans ce cas-là, il pas à l'aise ou voilà de dans ce cas-là, il le demande pas, c'est tout. Mais je trouve que ça pour peut ça être interprété par des gens comme étant, mais c'est quoi cette formation? Non, on ne parle pas de formation, c'est-à-dire qu'on doit vérifier. Par exemple, quand on demande le minibus à la ville de Vierme, on demande le nombre de points. Normalement, c'est pas légal ce genre de choses. Vous demandez le nombre de points de chaque personne qui emprunte le minibus. Très bien. Ce point-là, il peut être discuté. On va le revoir. Merci. Puisque nous sommes les premiers à passer au Conseil. Non, mais voilà, c'est pour ça. Il y a des choses là qui sont quand même... Non, mais je comprends, mais si vous voulez, ça paraît tellement évident qu'en principe, quelqu'un qui va demander à conduire le minibus, qui doit savoir un minimum... conduire le minibus, ça veut dire qu'il est apte à le faire, en fait. Après, voilà. Donc, on va être plus précis sur ce point-là. C'est pas... Qu'est-ce qui a rédigé ça? Merci beaucoup. Alors, c'est pas nous qui sommes vraiment à l'origine de, comment dirais-je, de la proposition. Donc, on va reprendre et on fera état de cette discussion qu'on a pu avoir et on essaiera on modifiera le troisième point qui est sur les conducteurs et cette notion de conduite du minibus. On va leur demander. Oui. Je voulais savoir combien de minibus avec chaque commune. Alors nous, je vous ai dit, on en a 2. Les autres en ont combien?
crois qu'ils en ont au moins, évidemment, au moins un, ça c'est sûr. Et l'Usarche 2, vraisemblablement. Et Chaumontel? Chaumontel 1, je pense. Donc on revoit ce point-là, on demande une, comment dirais-je, une réécriture de ce point 3, puisqu'il soulève des interrogations, et puis à ce moment-là, on informera de la modification. Alors ce que je vous propose, c'est on vote sur le principe, et on vous redonne la réécriture de ce point-là. Ça vous va? C'est-à-dire que pour ne pas être bloquant, on va dire que sur le principe, on est d'accord. Après là, c'est vraiment un petit point à regarder pour voir comment on peut le rédiger d'une autre façon. Et on vous redonnera la formulation pour la convention définitive. Ça vous va? Donc sur le principe, vous êtes pour la mutualisation? On vote? Qui est pour? Bon, bah, a priori tout le monde, merci. Alors. Oui. Alors, au niveau des assurances, on a déjà prévu tout un tas de choses. Hein. Bah, c'est un peu la problématique du prêt en général. Quand vous commencez à prêter quelque chose à quelqu'un, effectivement, on n'est pas toujours sûr à 100% que... mais il y a... Il faut être vigilant dans la convention. C'est pour ça qu'on va le revoir. Merci. Point 8, approbation des nouveaux statuts du CIRF, alors je vais vous dire SIER VMRV, parce que c'est compliqué à dire en une seule fois. Donc le syndicat intercommunal a pour but l'étude, la réalisation et la gestion de tout projet présentant un intérêt commun du fait de la sectorisation des élèves des communes membres au collège Blaise Pascal de Viarmes. Il existe depuis le 21 septembre 1971. Sa composition a évolué avec la modification de la carte scolaire du collège. Aujourd'hui, il regroupe les communes d'Asnières-sur-Oise, Noisy-sur-Oise, Saint-Martin-du-Tertre, Seugy et Viarmes. Ces missions ont également évolué au fil du temps et la modification des statuts permet de leur actualisation. Le syndicat participe essentiellement à l'animation extrascolaire au travers des frais de personnel travaillant au foyer du collège Blaise Pascal, l'aménagement et à l'entretien des terrains et équipements scolaires et sportifs dont il est propriétaire, l'aide à l'entretien des équipements sportifs utilisés par les élèves du collège Blaise Pascal, l'aide aux dépenses liées aux structures utilisées par les élèves du collège, participation aux dépenses de fluides du gymnase aux nouveaux équipements sportifs. Les statuts prévoient donc la suppression de la prise en charge du transport des élèves. Deuxièmement, la prise en compte des dépenses liées aux structures utilisées par les élèves du collège. Et troisième point, la détermination de la participation des communes au nombre d'élèves. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les nouveaux statuts qui sont annexés. Est-ce que vous avez tous parcouru? Oui. Mais quelle est l'évolution en fait dans les statuts? Parce que je l'ai lu. Alors, c'est les points qu'on a mis dans la note, à savoir la suppression de la prise en charge du transport des élèves. Non mais ça c'est ce qui est rajouté, c'est ça? Ça, c'est ce qui a été modifié. Donc ça veut dire que ça a été supprimé. La prise en compte des dépenses de structure utilisées par les élèves, c'était le point qui est au-dessus. Oui. Et la détermination de la participation des communes au nombre d'élèves. Donc ça, c'est les 3 points qui ont été rajoutés. C'est les 3 points qui ont été modifiés dans les statuts. En fait, là, on a fait ressortir que ce qui avait été modifié, quoi, en fait. D'accord. Après, voilà. Parce qu'en fait, dans le texte, on ne voit pas précisément ce qui a été modifié. C'est pour ça que... en fait, normalement... Parce que j'ai pas trouvé les anciens statuts, c'est pour ça... de cette intervention. Alors, ça fait suite aussi à une délibération du syndicat. Hein. Nous, on fait que reprendre. Hein. C'est déjà... Ah oui, non, mais bien sûr. Mais on fait que reprendre. Pour voir la différence, en fait. Donc voilà, le syndicat a décidé de modifier ses statuts.
on nous les communique et on doit les approuver. Voilà. C'était quoi la suppression de la prise en charge du transport des élèves? Il y avait une participation sur la carte du collège pour le bus? C'est le car scolaire. Ah, c'est ça, d'accord. Ok. Et ça a disparu depuis un certain temps, non? Oui, c'est simplement une actualisation de plusieurs années. Non, mais peut-être que c'était effectif depuis un certain temps, mais que les statuts n'avaient pas été modifiés, remis à jour. Donc c'est ce que cette modification permet de faire. D'accord. On va donc passer au vote, puisqu'il faut voter. Donc qui approuve les nouveaux statuts? A priori tout le monde. Merci. Où ça, pardon? La première ligne. Oui. Sur la note ou sur les statuts? Sur la note? Ah, d'accord. Ok. Oui. Ok. Alors, le point 9, c'est le retrait de la commune de Luzarches du conseil d'administration de l'EHPAD Pays de France Carnel. Donc, par délibération du 8 décembre 2025, la commune de Luzarches a exprimé le souhait de se retirer du conseil d'administration de l'EHPAD Pays de France Carnel. La fusion des EHPAD de Luzarches et de Viarmes a entraîné la centralisation de toutes les structures et activités sur la seule commune de Viarmes. De ce fait, la présence de représentants de Luzarches au sein du conseil d'administration n'est plus justifiée sur le plan opérationnel. Ce projet de retrait, qui ne remet en cause ni le patrimoine ni les obligations issues de la fusion, préserve également les garanties d'emprunt souscrites par Luzarches en 2020 jusqu'à leur terme. Enfin, après la non-opposition de l'ARS et du conseil départemental du Val d'Oise dans les délais impartis, cette évolution permet à l'établissement de maintenir la composition de son instance dirigeante en stricte conformité avec les dispositions réglementaires du Code de l'action sociale et des familles. Article R 315-6 et suivant. Donc, il convient que le conseil municipal de Viarmes se prononce sur son accord ou son désaccord quant à cette demande. Alors, sachez que c'est vraiment une demande qui émane de Luzarches. Il n'y a eu aucune... ils ont décidé que, puisqu'il n'y avait plus rien effectivement sur Luzarches en ce qui concerne cette EHPAD, ils trouvent que ça n'a plus aucun intérêt pour eux que d'avoir des représentants au sein du conseil d'administration. Donc il y avait tout un process. C'est passé au conseil municipal de Luzarches. Il y avait des délais pour que l'ARS et le département se manifestent. A priori, tout est dépassé, tout est bon. Donc on nous demande maintenant, de notre côté, d'acter ou de se prononcer sur l'accord du fait que Luzarches n'aura plus de représentants au conseil d'administration de cette EHPAD. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est l'emprunteur? L'emprunteur de? Pour la construction de l'EHPAD. C'est l'EHPAD. D'accord, c'est une structure qui existe, l'EHPAD. Comment? L'EHPAD est une structure indépendante oui. qui a emprunté, oui. Qui a emprunté, oui. Et les deux communes sont garants. C'est ça. Okay. Pas sur l'ensemble des prêts, d'ailleurs, sur qu'une partie. Alors pour tout vous dire, en l'espèce, Luzarches s'était engagé à être garant à hauteur de 25% sur les emprunts que l'EHPAD avait fait. Voilà. Ça donne quoi? En montant. Alors on a plusieurs prêts en fait. On a un prêt d'1 million, un prêt de 5 millions, un prêt d'1 million, un autre prêt de 3 millions et un autre prêt de 5 500 000. Voilà. Et donc à chaque fois, ils sont portés garants de 25%. Ne rembourse pas son emprunt? On ira en prison. Ça, c'est une bonne idée. Alors, l'ordre du jour est... Ah pardon, oui, excusez-moi, il faut qu'on vote, décidément. Alors, on va voter. Qui est pour? Merci.
Donc les points de l'ordre du jour sont terminés. On va passer maintenant aux questions diverses, notamment les questions de l'opposition, puisque nous sommes toujours en démocratie. Oui. Si c'est possible, avant de poser les questions, est-ce qu'il serait possible d'avoir un calendrier des conseils? Alors, on n'a pas encore fait de calendrier. Par contre, on peut vous donner le prochain conseil. On l'a mis au 4 juin. 4 juin. Et après, dès qu'on peut, on fait le calendrier et on le donne. Normalement, il y en aurait un vers septembre, comme on fait d'habitude à peu près, et un avant la fin de l'année, souvent novembre. Ça fait septembre-novembre, je pense. Si on peut avoir les dates à l'avance, oui. C'est plus pratique. Oui, bien sûr, mais moi-même, je ne les ai pas fixés, hein, donc je ne les ai pas. On a juste fixé le prochain, qui sera donc le 4 juin. Alors, les questions. Éclairage public. Donc, depuis le 3 avril, l'extinction de l'éclairage public se fait à partir de 1h du matin. Et vous posez comme question, en quoi cette décision répond-elle à l'impression d'insécurité que peut avoir un piéton qui se déplace entre 1h et 5h? Considérez-vous que chacun doit être chez lui à partir de cette heure-là? Quelle solution proposez-vous pour la tranche 1h, 5h? Je suis un peu étonné de cette question. En fait, moi comme vous, j'ai écouté les Viermois qui m'ont dit que minuit c'était un peu tôt pour l'extinction de l'éclairage public. Donc on a décidé de le décaler d'une heure. Ça correspond plus notamment, même quand on a des événements ici sur la ville, où ça se termine, on va dire, des fois aux alentours de 11h30, minuit, minuit et quart, minuit et demi. Ça permet aux gens de pouvoir rentrer avec de l'éclairage public. Mais par contre, l'extinction de l'éclairage public, c'est pas un couvre-feu. Hein. Les gens, ils sortent et ils bougent comme ils veulent. Hein. Ça change rien. Ça veut dire qu'avant, ils étaient encore plus prisonniers, qu'ils ne pouvaient pas sortir après minuit. Et que maintenant, on leur donne la chance, on les a libérés jusqu'à 1h du matin. Vous voyez, on n'est pas mauvais finalement. Alors nous, on a écouté les Viermois qui demandaient des capteurs. Les capteurs, c'est un coût. C'est un coût, les capteurs. Et le problème, c'est que oui, on voit, hein, on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut gérer l'éclairage public d'une autre façon. Sauf qu'on n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et notamment, on a un parc d'éclairage public qui est un peu disparate, on va dire. Donc peut-être qu'avec certains, on arriverait à mettre en place, avec cette nouvelle technologie, des passages, des éclairages et des extinctions au passage des piétons. Aujourd'hui, on n'a pas encore, sur tout le territoire de la ville, on n'a pas la possibilité de mettre toute la ville de cette façon-là. Et en plus, derrière tout ça, il y a un coût. Hein, donc voilà. Donc là, le plus simple, c'est quand même d'essayer, je pense, de décaler d'une heure, d'attendre un peu les retours. Je pense que ça ne devrait pas provoquer des problèmes plus qu'il y en avait avant. C'est peut-être plus rassurant aussi quand on rentre chez soi un petit peu plus tard d'avoir encore un peu d'éclairage. Après, quand on dépasse l'1h du matin, là, on est quand même vraiment un peu rentré tardivement. Et il y a l'aspect aussi écologique. Hein, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu remettre complètement l'éclairage, parce qu'il y a cet aspect écologique pour lequel il faut tenir compte de cet aspect-là aussi. Pardon. Donc du coup, ça nous permet d'essayer de concilier les deux, c'est-à-dire d'essayer de pouvoir se déplacer de manière un peu plus sécure jusqu'à 1h du matin, et puis de couper cet éclairage à 1h du matin pour satisfaire partiellement à cet aspect écologique. Vous avez une idée du coût ? Comment ? Vous avez une idée du coût ? Non. Honnêtement, on mesurera un peu, mais 1 heure, ça ne doit pas... à mon sens, il n'y a pas de... Je ne peux pas vous donner de chiffres de toute manière, ça c'est clair. Donc, on pourra le faire avec un peu de temps, c'est-à-dire qu'on pourra comparer l'année 2025 et qui est écoulée, elle, et qui était jusqu'à minuit, avec l'année 2026 quand elle sera complètement terminée, tout en sachant qu'en plus on a instauré ça que le 3 avril, comme vous l'indiquez. Donc il y aura encore un peu d'écart aussi. Oui, alors de toute façon, on a commencé déjà, c'est vrai qu'on peut rappeler aussi cet aspect-là.
On a à peu près, je crois, à peu près 25% du parc de l'éclairage public qui est passé en LED. On poursuit cette année, on va compléter et poursuivre le passage au LED. Donc là aussi, avec le passage au LED, on va économiser aussi un peu de dépenses à ce niveau-là. Donc l'un dans l'autre, je ne pense pas que sur l'année 2026, ça va avoir un gros impact par rapport à ce qu'on avait comme frais pour 2025. Le passage au LED, ce sont des LED solaires? Non. Il n'y en a pas du tout dans Viarmes? Non. Non, je crois pas. Non. Je crois pas qu'il y a de LED solaire. Non. Alors, deuxième question. Le comité des fêtes, lors de la dernière AG de l'association transparente Comité des fêtes, certains dysfonctionnements ont été relevés et non corrigés. En tant que maire et responsable in fine, que comptez-vous faire? Ce que je compte faire, c'est que bien évidemment, je suis en train de mener une réflexion sur ce comité des fêtes pour voir un peu la façon dont on va pouvoir éventuellement modifier certaines choses. Donc là, ça fait que 3 semaines que je suis élu et que nous sommes élus. On n'a pas eu le temps. On a déjà lancé, certaines réflexions. On a commencé à se mettre en recherche sur la façon dont on pourrait aussi faire fonctionner ce comité des fêtes. Je pense que d'ici quelques semaines, on sera fixé et on verra tout ce qui est possible d'améliorer au niveau du comité des fêtes. Aujourd'hui, c'est tout ce que je ne peux pas vous en dire plus sur cette question, mais effectivement, on est en train de regarder la façon dont tout ça se passe et on va essayer de faire en sorte que ce soit le mieux possible pour tout le monde. Et voilà, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais on y travaille, quoi. Alors, vous parlez, troisième question, travaux, le toit du CTM continue de se dégrader, et ce, depuis plus de 7 ans. Quand seront effectués les travaux nécessaires? Alors, vous avez remarqué que le CTM, on a pris la décision de le conserver, d'accord, puisqu'à une époque, il était question de le déplacer, ce CTM. Donc là, on ne revient plus, on a tranché il y a 1 an ou 2 sur le fait qu'on conservait le CTM à cet emplacement. Et de ce fait, on a commencé à faire des travaux dans ce CTM. Bon, bien évidemment, on ne peut pas faire tout de suite. On suit aussi ce que les agents nous demandent. Mais dans un premier temps, vous dites que cette toiture, enfin ce toit se dégrade. Sur quelle base vous avancez pour dire qu'il y a une dégradation qui se poursuit? Le Pignon. Le Pignon. Avenue Kennedy. Alors bon, de toute façon, il y a déjà des choses par les services techniques qui ont été relevées, donc une autre tranche de travaux est prévue. Donc on va voir par quoi on commence, mais à terme, de toute façon, tout doit être, je dirais, rénové plus ou moins. À mon avis, une toiture, c'est plus important qu'une chaussée roulante. Je sais, le clos et le couvert, c'est ce qu'on dit. Merci. Voilà, donc de toute façon, là, il y a des choses qui sont engagées en termes de travaux, donc on va poursuivre ce que l'on a engagé comme travaux. Et puis, on a noté qu'il y a cette problématique de toiture. Alors, c'est quoi là? C'était dans la suite, ça? Il n'y a pas de numéro. Ah oui, toujours dans les travaux. Alors, dans les travaux, dans le sujet travaux. Alors, vous mettez, lors de nos rencontres respectives avec les Viarmoises et Viarmois pendant la campagne, nous avons pu noter que l'état de la voirie municipale était une préoccupation majeure pour un grand nombre de nos concitoyens. Juste avant cette question-là, il y avait une question sur l'entretien de Champion-Mazille. Elle est après? Elle est après? Je la traiterai après, elle est après. Bah, je sais pas, on me l'a mis après, donc je la traiterai de toute façon. Je la traiterai comme les autres. Donc, je poursuis. Donc, vous dites que les voiries municipales étaient une préoccupation majeure pour un grand nombre de concitoyens. Pouvez-vous nous communiquer le plan de réalisation des chantiers prévus dans les prochains mois ou, au minimum,
quels seront les chantiers prioritaires. Alors, on est en train de regarder... alors, il y a déjà les services techniques qui ont travaillé sur le sujet, qui ont repris donc rue par rue pour l'état de ces rues. Elles sont classées en fonction de leur état, donc c'est-à-dire très mauvais, moyen, bon. Voilà, on a fait le travail. Donc maintenant, on les a, je dirais, identifiés. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, on ne peut pas toutes les faire en même temps. Donc il faut prioriser. On a en cours, il y a eu des sérieux problèmes sur la ruelle du Marais. Donc on va s'y atteler pour la ruelle du Marais. On va lancer aussi, parce que moi aussi, pendant la campagne, on m'a alerté sur l'avenue Gambetta et la rue Jean Moulin, tout cet endroit-là, entre Jean Moulin et Gambetta, où il faut, à mon avis, déjà resécuriser, parce que a priori, il y a des soucis à ce niveau. Donc on va lancer, là, pour l'avenue Gambetta, la phase d'étude, parce qu'il faut commencer par ça. Et puis après, on a une liste de rues en fonction du budget, puisqu'on a mis une enveloppe au budget sans, je dirais, indiquer le nom des rues. On espère en faire 2-3 dans l'année, mais c'est tout ce qu'on pourra faire sur 2026. Donc on est en train de reprendre le coût de chacune d'entre elles, et en fonction du coût, on essaiera de réincorporer peut-être une rue complémentaire au fil du temps. Mais le travail a été fait, c'est-à-dire qu'elles sont identifiées maintenant. Il y a un super listing avec tout ce qu'il faut. Je vous rappelle quand même qu'il y a 33 km de voirie. Donc 33 km de voirie, si on veut tout refaire, c'est quand même un sacré budget. Donc on va commencer par, bien évidemment, celles qui nous paraissent qui ne nous paraissent pas, mais qui sont en très mauvais état. Et on fera chaque année plusieurs rues. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est un peu compliqué on pourrait se dire, on met en une seule fois, sur la durée du mandat, tout identifier chacune des rues. Sauf que des fois, il y a des événements qui arrivent entre deux et qui fait qu'une rue qui était peut-être moins urgente, ça le devient. Donc je pense que idéalement, c'est d'en faire chaque année et puis de reprendre et de suivre, ainsi de suite. On peut guère faire plus, à moins que si à un moment donné j'ai un généreux donateur, je referai plus de rues, mais ça ne nous est pas arrivé. On entend qu'il y a des communes qui des fois ont des dons, mais on n'en a pas encore. Travaux, on est toujours dans les travaux, donc c'est le dernier point des travaux, et puis après il y aura Champion-Mazie. Alors, travaux du parking de la Garenne. Donc, vous revenez sur le parking de la Garenne et de la problématique du mur. Vous me dites, vous avez présenté un devis d'un montant de 100 000 € auprès des propriétaires impactés. Ce devis n'a pas été accepté et jugé trop coûteux par certains, mais par nous également. Il n'était pas question d'accepter ce devis tel qu'il était présenté. Avez-vous fait un appel d'offres? Non. Avez-vous reçu plusieurs devis? Non. On a demandé aux riverains de nous en fournir. D'ailleurs, j'ai eu la visite de l'un d'entre eux qui a fait faire des devis et qui est venu me voir. Donc on a rediscuté de toute cette problématique-là avec lui. Et on va se revoir prochainement, donc tous les propriétaires de ce mur, ainsi que nous-mêmes. On a fixé rendez-vous au 7 mai. Donc au 7 mai, je reçois tous les propriétaires et on revoit la façon dont on peut effectuer ces travaux. Seule petite chose, vous indiquez que le mur il n'appartient pas uniquement à la commune, il appartient, c'est bien la problématique. Si ce mur avait été complètement, je dirais, notre propriété, on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait donc procédé à la rénovation de celui-ci sans demander rien à personne. Il se trouve que c'est un mur mitoyen, et qu'un mur mitoyen, chaque propriétaire doit prendre sa quote-part pour les travaux en cas de travaux. Donc voilà. Donc nous ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi la mairie n'a pas été en capacité de présenter plusieurs devis et doit demander aux propriétaires, c'est abîmé à cause des travaux, vous faites les devis puis on verra.
Parce que la logique, elle n'est pas... On souhaitait... Alors, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que si vous, demain, avec votre voisin, vous avez une problématique sur le mur, c'est tout à fait normal que chacun des voisins demande un devis à une entreprise pour pouvoir les comparer et voir si on est à peu près dans les... pourquoi la mairie n'a pas fait cela, en fait? Elle a fait simplement un devis et s'arrête à, bon voilà, on a un devis. On a fait un devis parce que c'était déjà pour avoir un premier aperçu éventuellement du coût. Le devis, de toute façon, oui, mais quand vous voyez les coûts, il n'est pas, je dirais, on va faire, je vous rassure, on va faire pour beaucoup moins. Maintenant, c'était une façon qui a été faite comme ça un peu en urgence, pour dire, voilà, on a un problème sur le mur, voilà à quoi on doit s'attendre. Maintenant, il n'était pas question de signer un devis avec ce montant-là, sans bien évidemment, si les autres propriétaires ne nous auraient pas fourni d'autres devis, bien évidemment qu'on allait demander à d'autres entreprises de nouveaux devis. Parce que quand on voit le chiffre, normalement, on rentre dans une procédure où il faut au moins avoir 3 devis. Oui, mais on ne rentrera pas en procédure parce qu'on sera en dessous. On sera en dessous. Mais normalement, on aurait dû la faire dès le début, ça, c'est pour ça. Hein. Oui, on aurait dû le faire dès le début, ça n'a pas été fait dès le début, on essaie de rattraper les choses. Voilà, moi j'ai confiance sur le fait qu'on va trouver une solution, qu'on va diminuer cette facture. Après, on discutera avec les propriétaires et on verra ce que l'on peut faire au mieux pour chacun. Parce que là, vous avez le devis de sécurisation de clôture. Vous n'avez pas aussi un autre devis pour faire une clôture, pour protéger? Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on se voit rapidement, parce que peut-être qu'on attaquera, si on se met d'accord sur les travaux, on ne va pas engager des travaux de sécurisation si un mois après, on attaque la rénovation du mur. Non, mais bien sûr. Mais je crois que vous avez bien un devis de sécurisation de clôture, non? On en avait un, oui. D'accord. Mais pour le coup, il n'impactait pas les autres propriétaires, c'était à notre demande et c'était à nous à le supporter. Oui, parce que donc on leur a rien demandé. C'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord, on procédera, je veux dire, à la sécurisation du mur, parce que dans le temps, bien évidemment, si on ne fait rien sur ce mur, il se dégradera un peu plus et il peut y avoir des risques qui arrivent derrière. Donc bien évidemment, ou on se met d'accord aux alentours du 7 mai, avec un nouveau devis, une nouvelle répartition, un lancement des travaux, auquel cas on ne passe plus par la phase sécurisation, mais directement rénovation du mur. Si jamais on ne se met pas d'accord, on reviendra à la situation d'avant et on sécurisera le mur et après on verra ce qu'il adviendra par la suite. Alors, Fondation Champion-Mazie, alors ça je sais que vous aimez bien Champion-Mazie. Donc vous me posez la question, en tant que maire et président de l'EHPAD, quand comptez-vous faire entretenir le jardin et la toiture de la Fondation Champion-Mazie? Alors, je ne suis pas président de l'EHPAD, je suis président du conseil d'administration de l'EHPAD. Je ne suis pas le directeur de cet EHPAD. Seul le directeur de l'EHPAD a vocation à gérer cet EHPAD, et pas moi. Donc, bien évidemment, je ferai remonter, comme chaque année, quand vous me le demandez, de savoir si on peut passer faire un entretien de la parcelle. Après, moi, je n'ai pas autorité plus que ça pour leur demander de... C'est pas un bâtiment qui appartient à la commune, hein, donc si vous prenez le cadastre, c'est l'EHPAD, hein, c'est pas nous. Hein, donc, de toute façon, on est toujours en réflexion aussi, comme vous le savez, sur le devenir de Champion-Mazie. Donc, j'ai un conseil d'administration la semaine prochaine. Donc je verrai la directrice et je lui en parlerai. Ça vous va? Ça se terminera au TAS. Hein. Ça se terminera, pardon? Au TAS, tribunal administratif et social. D'accord. Si vous voulez, qu'est-ce que je vous dise? Je passe de 2,50 m chez moi. Ça fait un certain nombre d'années que je demande qu'elle soit taillée. Rien n'est fait, donc... Je relancerai et puis on verra. Et les morceaux de zinc dans le jardin, je ne suis pas sûr que ça soit très très bon. Enfin, dans le jardin de toute façon, il est sûr que le bâtiment se dégrade puisque rien ne s'y passe, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, mais si certaines personnes ne nous avaient pas gênés dans la suite du projet de Champion-Mazie, on aurait peut-être déjà terminé et on n'en serait pas là. Oui. Allez,
Les commissions. Commission municipale, pouvez-vous nous faire part des attributions de commission par adjoint et nous soumettre les dates de séance de travail? Bon, ben ça, j'ai déjà partiellement répondu sur les points d'avant, puisque je vous ai donné tous les adjoints et leurs délégations. Donc voilà. Pour la commission, pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est la commission des finances. Pour l'instant, je n'en crée pas d'autres. Hein, vous avez vu que je peux en créer au fil du temps. Donc je me laisse le temps aussi de la réflexion. J'ai décidé de faire la commission finance, parce que je pense que c'était important et essentiel d'avoir une commission finance. Voilà pour ce qui est des commissions. On sera informé comment et lors de chaque conseil. Si on décide de faire une commission, je sais pas, sécurité, environnement, enfance, comment ça se passe? Ça passera au conseil à chaque fois. Puis c'est lors des conseils qu'on peut les créer. On peut pas les prévoir à l'avance, comme on prévoit les je ne sais pas s'il y en aura d'autres en fait. Hein. Aujourd'hui, je suis dans. Il y aura des commissions pour les Non, autres, parce que moi, les commissions qui servent à rien, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Moi, je suis un homme d'action. Donc, au bout d'un moment, il faut que ça avance. Oui. Excusez-moi, je suis nouvelle, hein, mais comment on travaille du coup s'il n'y a pas de commission? Parce qu'on parlez de qui là? Aussi qu'il faut se mettre au travail. Vous parlez pour qui? Pour nous, élus d'opposition, c'est notre seul moyen de participer. Vous parlez du groupe d'opposition, on est d'accord? Oui, on n'a pas de... Oui, tout à fait. Moi, je vous fais une proposition, aujourd'hui, devant tout le monde. Allez. Puisque vous êtes un groupe, vous pouvez travailler ensemble, entre vous, et soyez force de proposition. C'est-à-dire sur tous les sujets, vous pouvez venir me voir, la porte est toujours ouverte. Donc si vous pensez que vous pouvez apporter certaines choses, vous pouvez venir, pas de souci. Mais faire des commissions qui se terminent, vous savez, je suis au mon 3e mandat. Des commissions, j'ai été dans plusieurs commissions, dans différentes commissions. Ça se termine toujours de la même façon. Au bout d'un mois, on n'est plus que 2-3 dans la commission, il ne se passe rien. On nous fait le reproche que ça ne vit pas, les comptes rendus ne sont pas bien faits, c'est pas bien, donc je ne vois pas à quoi ça sert. On peut travailler directement sans commission, il n'y a pas de souci. Hein. Ce n'est pas une obligation, les commissions. On peut peut-être agir là-dessus, dans ce cas-là, dans la manière dont c'est fait. Mais travailler sans... il n'y a pas de lieu pour travailler. Lors de la campagne électorale, vous aviez plein d'idées. Et subitement, vous n'en avez plus. Mais c'est pas ça, monsieur. Pour travailler, il faut des conditions du travail. Mais nous, il n'y a pas de Quelles conditions de travail? Lors des conseils municipaux, on vous fait part de ce qui nous semble... Mais il n'y a pas de souci. Maintenant, le reste du temps, les commissions, c'était bien le lieu où il y a un adjoint, parce que donc vous avez des adjoints, où l'adjoint mène sa commission et les autres élus peuvent participer. C'est pour moi, en tout cas, je suis nouvelle, évidemment, j'y connais rien, mais c'est pour moi, c'était comme ça qu'on allait pouvoir participer et travailler avec vous. Je vous réponds, il n'y a aucune obligation d'avoir des commissions. Voilà. Ok, c'est un choix politique. Ça effectivement, il n'y a pas d'obligation de faire des commissions, mais pour avoir un conseil et pouvoir travailler ensemble, je vous ai fait une proposition. Ça me semble important que les adjoints suggèrent des dates de commission et qu'on puisse apporter notre contribution. Mais vous pouvez les apporter différemment. Pardon ? Vous pouvez les apporter différemment. Et les apporter comment ? Vous travaillez ensemble et vous venez vers moi. Donc vous soumettez... que c'est aux adjoints de proposer des commissions. Vous pouvez aussi vous adresser à mes adjoints, il n'y a pas de problème. Quand je vous dis à moi, c'est nous, hein, c'est pas à moi en tant que tel. Si vous avez envie d'apporter quelque chose dans tel et tel domaine, apportez. On n'est quand même pas au cœur de ce qui se passe dans le conseil et dans le bureau, etc. Je pense qu'il y a quand même aussi de l'information à travers une commission. On vous en donne et on débat au moment du conseil municipal. Donc, tel que vous êtes en train de nous le dire là, il n'y aura aucune commission de fait si nous, on ne les demande pas. Non, ce n'est pas la question. Je n'ai pas dit que j'allais créer des commissions si vous le demandez. Je vous propose de travailler différemment. Différemment, pour moi, vous êtes le groupe d'opposition, vous êtes en droit de nous faire des propositions. Faites-les, travaillez entre vous sur n'importe quel sujet. C'est pas gênant. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on a vous êtes 5. Vous êtes 5. Quand il y a un problème, je ne sais pas, de sécurité ou d'environnement, on n'a pas l'info. Quand l'environnement organise un événement, on n'a pas l'info. Donc, sur le principe, normalement, et je suis d'accord, il n'y a pas d'obligation, mais normalement, on organise une commission pour que tous les conseillers et les élus soient informés. C'est un choix. Quand il y a une commission communication et qu'il y a une publication de prévue, les élus, y compris l'opposition, peuvent travailler à cette publication. Moi, je vous réponds qu'un an ou deux après le démarrage du mandat, elles n'existent plus, elles ne travaillent plus.
Donc je vois pas l'intérêt. Alors on n'a pas dû vivre les mêmes mandats. Moi j'ai fait des mandats avec William Rouillet par exemple. Il y avait des commissions très régulièrement et y participaient ceux qui étaient inscrits. Ben, peut-être, mais moi je vous c'est pas peut-être, c'est sûr. Moi je vous dis que moi dans certaines, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a certaines, ils ont terminé à 2, un de l'opposition et un de la majorité. C'est-à-dire que pour faire avancer le débat... Je veux dire qu'il y avait du monde, dont vous d'ailleurs. Comment ? Moi, j'ai géré la communication pendant 6 ans. Oui. Il y avait du monde, dont vous. Bah oui. Et c'était animé, et tout le monde participait, animé, tout le monde écrivait. Si, c'était très animé. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, moi, je pense que quand même qu'il y a une pluralité à respecter. Non. Et donc, on peut très bien discuter dans ces commissions et participer aux animations de la ville et comment on organise concrètement. Parce qu'il y a des événements auxquels nous, il n'y a aucun problème, on participera. D'accord ? Mais avec plaisir. Mais dans ce cas-là, il faut bien avoir des réunions de travail. On s'assoit, on dit, bon, comment est-ce qu'on organise ça ? Est-ce que toi, tu peux apporter ton savoir ? Et puis nous, on apporte ça. Ça s'appelle avoir la pluralité, avoir une discussion pour arriver au meilleur possible pour la ville. Donc ça veut dire qu'il y a des commissions qui sont hyper nécessaires pour organiser rien que le quotidien ou des événements sur la ville. S'il n'y a pas de commission, comment on fait ? On peut faire aussi des groupes de travail au fil du temps sur certains sujets, sur certaines problématiques. Ça existe aussi. Là, on démarre le mandat, donc laissez-moi préparer Et vous tout comptez ça. Nous laisser avoir accès de nouveau aux réunions de chantier église, par exemple ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé que vous n'apportez rien de plus pour ces réunions de chantier. Donc, c'est sûr, vous n'y étiez jamais non plus. Donc, moi, oui, si vous voulez. Hein. Si on le demande de pouvoir assister à ces réunions ponctuellement, vous n'avez pas le droit de refuser. Ah si, c'est moi qui autorise ou pas, je suis navré. Hein. Donc on n'a droit à aucune réunion, on n'a droit à aucun dossier, mais on a le droit de vous apporter des idées. Oui. Ouais, c'est la démocratie, ça. Bah oui. Ah oui. C'est constructif. À sens unique. C'est constructif plutôt. Bon. Calendrier des conseils. Et alors les comités de jumelage, comment ça se passe ? Comment se passe tout ça ? Je vous ai dit que le comité des fêtes faisait l'objet, avec les comités de jumelage, d'une réflexion. Donc on va revenir vers vous et il n'y a pas de souci, on vous expliquera. Vous comprenez bien quand même que ça interroge devant le fait que vous ne vouliez pas faire des commissions de travail avec les élus. Ça vous interroge peut-être, mais oui, voilà. Ça interroge, mais tout élu politique serait interpellé par cette manière parce que nous, on a l'impression que c'est pas transparent. Vous m'avez interpellé, très bien, je note, voilà, c'est tout. Voilà. Prenez note qu'on veut des commissions dans certaines... mais vous n'avez rien à vouloir et à exiger. Parce que ça s'appelle quand même la démocratie, la transparence. Arrêtez de parler de la démocratie, ça sert à rien. Bien sûr que si, bien sûr, oui, ça j'ai bien vu que ça sert à rien, mais par contre c'est vraiment le cas. Non, ça sert à rien de ressasser toujours le même mot. Oui, vous n'avez pas l'impression de l'entendre, alors on répète. Oui, c'est comme ça. Hein. C'est pédagogique. Je croyais que vous alliez gagner les élections, c'est ce que vous disiez pendant votre campagne. Vous voyez comme quoi vous vous trompez, d'accord ? Alors, excusez-moi, calendrier... ça veut donc dire que vous allez faire des réunions entre vous tous ou pas, et que c'est seulement en fonction de ça que la commune sera gérée ? Non, ça veut dire que les adjoints délégués travailleront directement avec les agents concernés. Voilà, tout simplement. Donc les élus autres, vous en fichez ? Si, on fera des groupes de travail après, comme je vous l'ai dit. Pas tout de suite. Alors, calendrier des conseils municipaux, c'est fait, on l'a dit. Analyse des besoins sociaux. Quand nous sera communiquée l'analyse des besoins sociaux de la commune qui doit être fournie au plus tard 6 mois après le début du mandat. Article L 123-5 du CASF. Donc, le décret du 21 juin 2016, codifié dans le Code de l'action sociale et des familles, par l'article R 123-1, prévoit la réalisation par les centres communaux d'action sociale d'une analyse des besoins sociaux, ABS, dans l'année civile qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, donc jusqu'au 31 décembre 2027. La directrice générale des services suit une formation via l'UNCCAS, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, les 18 et 19 mai prochains, intitulée « Méthodologie générale et mise en œuvre ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va commencer à travailler. On a jusqu'au 31 décembre 2027 pour le faire. On a décidé de commencer à le travailler en interne. Et pour ce, Madame le maire se
forme je dirais, à tout ce qui concerne cette action sociale que l'on doit, enfin ces besoins sociaux que l'on doit identifier. Donc voilà, donc on y pense et ça sera normalement, il faut qu'on ait terminé notre travail le 31 décembre 2027. Dernière question, vous me parlez du débat de politique générale. Nous demandons un débat de politique générale pour le prochain Conseil. Donc article 2121-29, L2121-12, L2121-10 et L2121-19 du CGCT. Donc je reprends l'article L2121-19 du CGT. À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 3 conseillers municipaux pour pouvoir émettre la demande de ce débat de politique générale. Ce débat donc, doit impérativement porter sur des affaires d'intérêt local et concret, conformément à la clause de compétence générale, sous peine d'être rejeté s'il revêt un caractère purement politique ou national. Alors actuellement, le règlement intérieur peut fixer le cadre, d'un tel débat. Par exemple, le temps imparti au groupe majoritaire, au groupe de l'opposition, temps de conclusion du débat pour le maire, le mois de réalisation du débat, etc. Donc le vote du règlement intérieur du conseil municipal est programmé donc, sur la prochaine séance du conseil municipal. Donc aujourd'hui, les règles ne sont pas arrêtées. Dans un premier temps, ce que je vous demanderai, c'est de me faire une demande officielle et d'identifier donc ces 3 conseillers municipaux au moins qui demandent le débat de politique générale. Vous voulez une demande écrite? Oui. C'est ça. Hein, voilà. Et de toute façon, on le passera en même temps que le règlement intérieur, puisqu'il faut pouvoir, je dirais, mettre le cadre à ce débat. Donc aujourd'hui, dans notre règlement intérieur, il n'y a rien qui est prévu à ce sujet. Encore une petite chose. Je vous ai demandé à 2 reprises de normalement, vous avez supprimé votre temps, là. Hein. C'est un quart d'heure, hein, c'est 15 minutes. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ah bah... Non, mais il faut lui dire les choses quand c'est bien. Donc, je voulais simplement vous dire qu'à 2 reprises, lors du dernier conseil, j'ai demandé à prendre la parole. Oui. Donc, je récidive aujourd'hui. Si je peux lire un petit texte. Mais c'est dans quel but? Vous allez le savoir. Mais il n'y a rien d'offensant. Mais je tiens à vous dire aussi que lors du dernier conseil municipal, j'ai un adjoint ici présent qui a demandé la parole, à qui je l'ai refusé aussi. Il n'y a pas qu'à vous. Donc allez-y. Merci. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chères Viermoises et chers Viermois, tout d'abord, parce que je crois aux valeurs républicaines, je félicite monsieur Brissot pour son élection. Même si les résultats ne sont pas ceux que nous espérions, je veux simplement dire quelques merci. Parce qu'aujourd'hui, je peux enfin remercier publiquement les 871 personnes qui nous ont accordé leur confiance. Je sais que chaque voix compte et représente un espoir. Avec mon équipe, nous prenons très au sérieux la responsabilité que cela représente. Je veux bien sûr remercier tous les soutiens, à commencer par William Rouillet qui nous a fait l'honneur d'être à nos côtés. Je veux aussi remercier la formidable équipe qui a œuvré à mes côtés. Pendant tous ces mois de préparation et de labeur, nous avons vécu une aventure humaine extraordinaire en allant à la rencontre des habitants de Viarmes. Même si nous avons subi des attaques déloyales et des insultes, nous avons su garder le cap. Pour info, tout cela est consigné en préfecture. Mes remerciements vont aussi aux agents de la ville pour le travail que représente cette élection et au-delà de cela pour leur travail au quotidien. Notre rôle d'élu d'opposition sera clair. Nous serons une opposition constructive, cohérente mais exigeante et toujours dans l'intérêt des habitants. Nous espérons pouvoir dialoguer avec l'équipe majoritaire dans l'intérêt général. Voilà, nous avons porté des idées, nous avons porté une vision pour Viarmes. L'histoire ne s'arrête pas là,
Notre engagement continue pour que Viarmes soit une ville sûre, vivante et solidaire. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci. Si, tu peux. Vous voulez poser la question ? Monsieur Fulchir ? Non, mais il peut si je... Monsieur Fulchir, donc vous voulez toujours prendre la parole, c'est ça ? C'est ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, oui. Alors sachez, vous allez vous approcher pour avoir un micro. Sachez que normalement le public n'a pas vocation à s'exprimer lors du conseil municipal. Eu égard, je dirais, au fait que vous avez été aussi conseiller municipal et que vous avez un message à faire passer, donc ça restera exceptionnel bien évidemment. Je vous laisse le soin donc de faire passer votre message. Alors mesdames, messieurs, d'abord merci monsieur le maire de donner la parole. J'ai un courrier de votre part d'ailleurs qui est là, que vous m'avez remis vous-même, qui est daté du 6 juin 2026. C'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole. Monsieur le maire, on s'est rencontrés au mois de mai pour 2 problèmes. En réalité, j'avais 7 problèmes à vous présenter. Je parle jamais de mes problèmes personnels, mais là, j'ai obligé de le dire quand même. On s'est vu au mois de mai, vous êtes venu me chercher, on a vu le problème de Madame Carême, qu'on a déjà vu avec monsieur Daboval. C'est un vieux problème. Tout citoyen qui paye ses impôts a le droit du respect et ce qui s'appelle la part du gâteau. Ça veut dire qu'il puisse être bien chez lui. Et c'est pas le problème. Le problème, il n'est pas là. Avec monsieur Rouillet et monsieur Daboval ici présent, on a rencontré madame Carême. Il y avait des rats chez elle, le nécessaire a été fait. La commune a un terrain qui se trouve là. Ici, il y a ce qui s'appelle le tennis, et là, il y a le carrefour. Ce terrain, il a été nettoyé comme il faut. Il y avait eu 2 barrières de mis avec une chaîne. Tout ça, ça a été retiré, et puis depuis, ça commence à être un dépôt ordure. Alors moi, j'aimerais bien qu'on reprenne ce problème-là comme il faut, si c'est possible pour cette personne-là. Le deuxième problème, dans ma rue, vous le savez très bien, il y a une armoire électrique avec des câbles dessus qui se trimballent depuis presque 1 an. C'est pas tellement sérieux. En plus, on a mis 2 barrières quand je suis intervenu à la mairie. Il y a un trou qui fait à peu près 40 cm sur 20 cm de long et 20 cm de profondeur. Bon, dans ce trou, il y a 2 morceaux d'arbre qui passent à travers l'armoire électrique et on peut risquer d'avoir le feu. Donc j'aimerais bien qu'on prenne ça en considération, si c'est possible. Troisième point qui est très grave aussi, je vous le dis, parce que j'ai au moins 8-12 points là-dedans à signaler, mais je ne vais pas signaler tout. Je vous ferai un courrier personnel, je vous le ferai passer. Alors, le troisième point qui est très grave, cette semaine encore, au carrefour Charles de Gaulle, j'ai siégé avec Daniel Dess, avec M. Rouillet, pas avec Dupont et pas avec vous aujourd'hui, mais il y a un point qui est très grave, c'est le carrefour Charles de Gaulle. Ça fait 10 fois que j'ai demandé, en 10 ans, ou même 20 ans, qu'est-ce qu'on attend pour pas mettre un feu rouge ou un stop à l'avenue de Royaumont. Les gens arrivent à plus de 30, 40, 50 à l'heure. Quand ils vont sur Asnières, dans ce sens-là, c'est une chose. Quand ils vont sur Viarmes, dans ce sens-là, c'est autre chose. Mais quand ils prennent la rue Champion-Mazille, c'est autre chose. Ça part comme ça directement, à 380 degrés. Et cette semaine, il y a un enfant qui est passé à ça de la voiture. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas mettre un stop à cet endroit-là ou un feu rouge au carrefour Charles de Gaulle? Ça, c'est très très important, ce que je veux dire. Pour le reste, je ne vais pas vous embêter plus. Il y a, je crois, des élus ici. D'abord, je félicite tous les élus, parce qu'être élu, j'ai fait 3 mandats et un communautaire, il faut être courageux. Croyez-moi, on passe des heures et on perd beaucoup d'argent. Donc, bravo à vous tous, et j'espère que vous tiendrez compte de mes remarques. Mais j'en aurai d'autres à faire passer, que je ferai passer soit à vous, soit aux élus d'opposition. Voilà. Dans le cas présent, je ne suis plus rien. Je suis un citoyen comme tout le monde, donc que ce soit bien clair. Mais je ne baisserai jamais la tête dans les problèmes de la ville. J'ai toujours été un citoyen respectueux, et je continuerai à me battre pour les citoyens. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Mais de toute façon, j'avais déjà noté les points que vous avez soulevés. Ça fait partie des choses que l'on doit traiter. Donc, on va faire en sorte d'essayer de résoudre les problèmes. Mais bon, Charles de Gaulle, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on voie ce qu'on peut faire. Pour les 2 autres problèmes. Alors, pour le rue de Boran, sachez que c'est une voie communautaire de mémoire et que le trou est fait par Enedis. Il n'y a pas de courant qui passe dans les câbles parce qu'on avait déjà fait la demande, quelqu'un avait déjà posé la question, on avait déjà apporté la réponse. Il n'y a pas de courant qui passe, c'est sécurisé. Par contre, c'est vrai que ça dure depuis un certain temps et que ça n'a pas été rebouché et refermé. Je ne me souviens plus des raisons, mais il y a une raison, je me souviens.
Je vais relancer pour voir où ils en sont. C'est inédit de mémoire. Et pour le reste, pareil, je vais m'y atteler. Voilà. Là, est-ce qu'il y a des adjoints qui veulent prendre la parole? Oui, monsieur Martin. Oui, bonsoir. Je voulais vous proposer quelques dates d'événements à venir. Tout d'abord, demain, 10 avril, je vous invite à venir écouter le très beau concert de l'école municipale de musique qui sera donné à l'église de Viarmes à 20h30. Au programme, il y a le Gloria de Vivaldi et la cantate 18 de Bach. Ce concert est organisé donc par l'école de musique, mais en partenariat avec 2 autres villes, puisque ce soir a lieu à l'abbatiale de Saint-Lô-d'Esserand ce même programme, et il sera également donné le 11 avril à l'église de Précy-sur-Oise. Donc c'est un beau projet pédagogique en partenariat avec 2 autres villes. Samedi 11 avril, dans le cadre des Samedis à la Bib, organisés par la communauté de communes, la bibliothèque de Viarmes vous propose un atelier d'éveil artistique et de bien-être avec les tout-petits, puisque c'est pour les 0-3 ans. Les séances sont gratuites, mais il faut s'inscrire. Je voulais aussi vous annoncer qu'actuellement et jusqu'au 9 juin, vous avez une exposition de peinture qui s'appelle Autour du bleu par l'association des Beaux-Arts de Viarmes. On peut la voir tous les mardis. Et on pourra aussi la voir lors de la journée porte ouverte de l'association qui aura lieu le samedi 9 mai. Donc ça se déroule au 3 rue Kleinpeter. Enfin, le jeudi 7 mai, là c'est une collecte de dons du sang qui est organisée par l'établissement français du sang. Donc ce sera le 7 mai de 14h30 à 19h30, ici même, salle Saint-Louis. Merci de venir nombreux. Merci Pascal pour toutes ces... Alors, passe ton micro à Dominique qui a une info. Moi, c'est juste une petite information, bonsoir, pour dire qu'il y a un groupe de 12 jeunes Viermois qui vont partir en Irlande du 22 avril jusqu'au 29 avril, tout ça en collaboration avec le service enfance-jeunesse. Voilà. Merci. Est-ce que Sylvie, c'est bon? Non? Oui, alors de l'autre côté. Alors, on va commencer par Laurent. Et puis Donc bonsoir à tous. C'est assez rapide mais c'est important. Je voulais féliciter le groupement des professionnels de Viarmes pour leur brocante qui a été une belle réussite, qui a attiré beaucoup de monde. En plus c'est vrai qu'on a eu, c'est peut-être pas une première, mais un beau soleil. C'est pas toujours le cas sur les brocantes à Viarmes. Il y a eu nombreux Viarmois qui exposaient, qui participaient, de nombreux. Donc bravo au GPV. Merci. Valérie. Alors avec l'atelier photo, il y a eu beaucoup de portraits qui ont été faits par les participants à cet atelier. Il y a une exposition qui aura lieu à la résidence Autonomie à partir du 17 avril. Et jusqu'au 7 mai. Voilà. Et les photos seront remises aux modèles. Voilà. Donc, venez nombreux, les personnes âgées aiment vous voir, vous vous en êtes rendu compte lors des campagnes électorales. Laurent, il veut prendre la parole. Ouais. Monsieur Daboal. Bonsoir à tous. Donc, s'il y a bien une date à retenir parmi toutes celles qui vous ont été distribuées ce soir, c'est la collecte qui est organisée par le Conseil municipal des enfants samedi à Carrefour Market de 10h à midi. Voilà, c'est à destination des Restaurants du Cœur. Merci. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, je vous remercie. Je remercie aussi, avant de lever la séance, le public, puisque c'est rare d'avoir un peu de public lors des conseils municipaux. Donc je vous remercie, vous êtes les bienvenus et bien évidemment,
On vous attend pour la prochaine fois. Merci.